Née à Toronto de parents européens où elle demeure toujours, Aurélie Rage conjugue l'écriture sur différentes formes. Elle est écrivaine, journaliste documentaire, journaliste de voyage aussi. Elle aime écrire dans les trains, dans les avions et dans tous les moyens de transport qui lui permettent de voyager. C'est la récipiendaire du prix Trillium 2018 pour le recueil de nouvelles Sous le soleil de minuit qui est paru chez les éditions Prise de parole. Ce mois-ci, donc, au club de lecture d'un océan à l'autre, on lit un de ses livres, Coquelicot sur un rocher, qui est publié en 2018 chez Bouton d'Or Acadie et qui est accessible gratuitement en format numérique sur le site web de la Bibliothèque des Amériques. Bonjour et bienvenue au club de lecture d'un océan à l'autre. Mon nom est Xavier Lord-Giroux et j'ai le plaisir de m'entretenir aujourd'hui avec Aurélie Rach, l'autrice de Coquelicot sur un rocher. Bonjour Aurélie. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Quel plaisir d'être là pour parler littérature et passion. Mais le plaisir est partagé. Et en plus, toi, tu voyages un peu quand même présentement parce que tu n'es pas à Toronto. Où te trouves-tu? Là, alors je suis en transit, je suis en France vers Madère, qui est une île portugaise. Et c'est vrai que j'ai la bougeotte. Alors maintenant que on n'est plus contraint par le confinement à rester chez soi, ben c'est bon, je reprends la route. Et puis, rapidement, là, en quelques mots, à quoi ça ressemble la France après la COVID? Euh, je pense on garde les clichés. Les gens qui aiment la vie, qui aiment sortir, il y a beaucoup de désordre. C'est tout petit aussi, beaucoup de promiscuité. J'ai une impression de société à deux vitesses avec d'une part les gens qui n'aspirent qu'à une chose, c'est retrouver la vie d'avant dans les restaurants, dehors, au concert, et puis une autre qui est beaucoup plus stressée encore et beaucoup plus prudente, donc qui garde le masque, qui ne veut pas partir. C'est intéressant. Ça ressemble un peu à certaines choses qu'on peut voir, remarquer ici au Canada quand même. En tout cas, on a la chance de te parler avant que tu partes ou que tu sois en vacances sur ces îles portugaises. Mais ma première question pour toi, Aurélie, parce que c'est un peu ambigu, est-ce que c'est un livre jeunesse? Est-ce que c'est un livre pour tous? Est-ce que tu peux nous éclairer un peu là-dessus? Ah, c'est un livre, c'est très intéressant ce que tu me poses comme question. Au début, quand j'ai écrit ce livre, très sincèrement, je l'ai écrit comme une pièce de théâtre, parce que c'est comme ça que ça m'est venu. J'avais trois personnages, trois actes, et puis elles étaient séparées par des chœurs. Puis ensuite, je me suis dit que peut-être que ça me limiterait d'un point de vue lectorat, puis je voulais vraiment aller chercher avec ce sujet qui me tenait à cœur davantage de personnes. Donc, je l'ai transformé en roman. Et puis, Marie Cadieux, des éditions Bouton d'Or d'Acadie, m'a dit, mais regarde, je pense que ça serait pile poil pour la jeunesse, enfin, jeunes adultes, jeunesse, parce que finalement, le noyau dur de ce roman, ce sont des jeunes garçons, jeunes hommes, qui ont été emportés par le conflit à différents niveaux. Mhm. Donc, c'est un livre quand même accessible vraiment pour tous les âges. Moi, je viens d'avoir 30 ans et puis j'ai commencé à le lire un peu et je trouve que ça se lit très bien. Et je pense que c'est aussi quelque chose qu'on pourrait apprécier comme lecture au secondaire. En tout cas, moi, c'est peut-être quelque chose que j'aurais aimé lire à cette époque-là également. Tu as mentionné que c'était bon, inspiré ou c'était peut-être à la base réfléchi comme étant une pièce de théâtre. Donc, j'invite les lecteurs à être attentifs à ça parce qu'on va sûrement en reparler avec nos panélistes ce mois-ci. Mais j'aimerais te poser quelques questions sur la guerre. Donc, pourquoi avoir abordé, être revenu vers ce thème-là de la guerre dans ce livre? Je pense que c'est très personnel. Il y a bien longtemps, quand je dis bien longtemps, il y a probablement il y a 19 ans, 20 ans, à Toronto, j'étais amenée à rencontrer des Afghans, beaucoup d'Afghans. Puis je me suis penchée sur leur culture, sur le pays. Puis j'étais vraiment pas bouleversée, mais perturbée de voir ce que ce pays était en train de devenir ou devenait avec la guerre. Puis, j'ai eu l'occasion de rencontrer une jeune femme à Toronto qui avait été missionnée pour réécrire une certaine législation en Afghanistan, à Kaboul. Puis, je voulais absolument l'accompagner. Je trouvais que c'était très intéressant, tant d'un point de vue humain que d'un point de vue documentaire et littérature. Et il se trouve que, pour des raisons évidentes de sécurité et de budget, je n'ai pas pu le faire. À côté de ça,
j'ai une énorme pression sur moi de la société, de mon entourage pour ne pas y aller parce que j'étais enceinte. Et on me disait, tu n'as pas le droit d'aller là-bas et de mettre... Toi, tu fais ce que tu veux de ta vie. Tu ne peux pas mettre en danger ton enfant. Qui te disait Et ça? le fait que ce projet était avorté, je me suis sentie comme une traîtresse par rapport aux personnes afghanes que j'avais rencontrées parce que je voulais aller là-bas, puis je voulais mieux les comprendre, puis peut-être rapporter quelque chose de leur pays où ils ne pouvaient pas retourner. Et je me suis dit, j'ai une dette envers eux. Puis petit à petit, l'histoire, elle est née de là, de cette culpabilité, puis cette frustration euh, entre ma personnalité, ce que je voulais faire, et puis la maman de devenir qui voulait aussi protéger son enfant. D'où l'histoire de ce conflit en Afghanistan qui est vécu par trois personnages féminins, trois mères, qui vont s'adresser quelque part d'une manière ou d'une autre, soit par la pensée, soit par les actes, à leurs trois fils, qui eux aussi sont pris dans les tourments de la guerre. Hmm. Donc, c'est comme si ce que tu vivais personnellement avec ta grossesse et puis ces rencontres-là que tu faisais, tout ça c'est mélangé ensemble un peu et a été l'inspiration finalement pour ton livre. C'était les ferments, c'est ça, en train de me dire, mais je leur dois quelque chose, je ne peux pas rester silencieuse après avoir, de façon émotionnelle, vécu des choses fortes par rapport à ce pays que je ne connaissais pas, par rapport à des gens euh, dont j'avais croisé le chemin, puis qui m'avaient fortement impacté. Je me disais, j'ai besoin de leur donner une voix, de les mettre en lumière. Et le choix de la direction, le choix des personnages que j'ai donné à ce livre vient effectivement de la maternité et puis de cette ambivalence, cette question de se dire qu'est-ce que je fais en fait? Est-ce que je vais là-bas puis je témoigne parce que c'est important, parce que je pense que les gens doivent savoir, ou est-ce que je protège ce que je suis en train de créer, de prouver? Mhm. Et qui te disait que tu ne peux pas y aller même si tu es enceinte en Afghanistan? Ah ben, certainement la famille, les proches, et puis même de façon générale dans la société, c'est quelque chose qui peut-être que je peux comprendre aujourd'hui, mais qui est dans l'incompréhension générale, se dire, mais regarde, là, tu as quelque chose de beau qui se met en route, tu vas mettre ça en danger, pourquoi en fait? Parce que est-ce que tu vas changer les choses? Est-ce que c'est pas un peu égoïste de ta part d'aller là-bas, de te dire, bon, bah oui, moi j'ai envie de voir ça, alors que il faut vraiment faire attention. Tu sais, quand tu es enfin, je sais pas, mais les femmes enceintes, il faut qu'elles fassent attention à tout, pas boire, pas manger de fromage, pas, je sais pas caresser de chat. Et là, je leur dis, mais non, moi je vais aller à Kaboul, parce que je vais accompagner une dame qui va changer. Et les gens me disent, non, non, tu penses pas. Ouais. Et puis, Euh, ouais. Tu sais, tu parles de la guerre en Afghanistan. Je pense que je suis pas le seul qui a connu quelqu'un qui est allé et puis qui est revenu euh, avec des séquelles de son passage en Afghanistan. Euh, c'est ça, ça touche très près, ça touche très près du cœur. C'est une corde sensible, certainement. En quoi est-ce que les personnages que tu mets de l'avant dans ton livre, donc je rappelle qu'il y a Carla qui est journaliste, et son fils Théo, il y a Tom qui est un soldat américain, sa mère, il y a Léla et Amir qui sont des habitants de Kaboul, donc on a ces trois, un tour d'horizon finalement des personnes qui sont impliquées malgré elles ou pas dans ce conflit-là. Donc en quoi est-ce que cette chorale de personnages permet de donner, de raconter quelque chose d'intéressant au sujet de cette guerre en Afghanistan. Intéressant, hein. J'espère que ça sera intéressant. C'est toujours très subjectif. Ce que je voulais, c'était en fait donner différents points de vue parce que lorsqu'on a des reportages, c'est souvent les personnes qui sont au cœur de l'action que l'on suit ou ceux qui sont réfugiés mais qui ont vécu des séquelles. Moi, ce que je voulais, c'était voir toute la périphérie, enfin, bien sûr, les gens qui sont dans l'action, mais aussi donner de la place à toute la périphérie. Tu sais, ça donne quoi quand tu es un parent d'un enfant qu'on a envoyé là-bas comme soldat? Ça donne quoi quand tu es la maman d'un enfant qui a été enlevé sur place? Ça donne quoi quand toi, tu pars en reportage, tu es missionné, tu as laissé ton enfant tranquille au chaud? Comment est-ce que tu vis le conflit et comment est-ce que tu le ramènes, tu le transportes? Puis je voulais vraiment avoir ces différents points de vue parce que du coup, euh, on vit peut-être la guerre autrement que des explosions, que des viscères. On ne va pas le nier,
mais je voulais voir aussi l'impact que ça pouvait avoir à des milliers de kilomètres ou sur des personnes qui ne sont absolument pas impliquées dans le conflit. La tâche sur un tissu familial, finalement, qui est la guerre. On dirait que je pense à ma famille un peu, puis c'est un peu ça. Il y a un cousin qui était à la guerre, justement, puis qui est revenu et ça, il y a quelque chose de pas réglé. On dirait quelque chose qui a changé, qui s'est brisé pour quelques membres de ma famille, tu sais. Fait que, ouais, non, puis j'espère, en tout cas, qu'il y a des gens qui vont lire le livre, qui seront prêts à partager un peu aussi comment est-ce que cette histoire-là résonne pour eux, Canadiens, Afghans, peut-être des Afghans aussi qui vont nous écouter, qui vont participer au club. Parlons de l'identité, la quête identitaire, c'est quelque chose qui traverse ton œuvre. En quoi, puis tu as une œuvre assez importante, quoi, une dizaine de livres au moins qui sont publiés depuis presque autant d'années. En quoi est-ce que cette thématique de la quête identitaire se décline dans Coquelicot sur un rocher? C'est une bonne question. D'abord, très probablement parce qu'on a trois identités, trois cultures différentes. On a la journaliste qui est italienne, on a Tom et sa mère qui sont américains, et puis on a Leila et Amir qui sont afghans. Et comment ces personnes-là vont, d'une manière ou d'une autre, être amenées à se rencontrer ou dont les routes vont se croiser. C'est quelque chose qui me... Je ne sais pas, je pense que c'est inconscient en fait. Je me rends compte que dans tous les livres, il y a ça, il y a une espèce de colonne vertébrale qui est toujours en devenir parce que les racines sont un petit peu partout, parce qu'elles se défont et se refont. Euh, je me disais, mon attachement à Toronto, ça vient certainement de là aussi. C'est la ville multiculturelle par excellence. Euh, on y rencontre et on s'attache à des personnes, bien sûr, de cultures différentes, mais qui ont des ramifications ailleurs. Mhm. Des personnes qui sont souvent entre deux cultures, qui aimeraient peut-être en embrasser une troisième. Puis, moi, quand je pense à ça, mes parents étant européens, français, et puis moi qui suis profondément nord-américaine, comment est-ce qu'on se définit? Comment est-ce qu'on est défini par les personnes habitant les pays? Si jamais je suis au Canada avec mon accent, puis qu'on me dit, vous dites française, et puis j'arrive en France, puis on me dit, ah, c'était formidable votre intervention. Puis moi, je pense qu'on va parler de l'œuvre, et puis on me dit, non, non, c'est très bien, votre français est impeccable. Continuez comme ça. Et je me disais, c'est très intéressant de voir comment les gens nous voient et qu'on est, en tout cas, je parle pour moi, qu'on est toujours l'étranger de quelqu'un. Puis je pense que ça, j'ai toujours été sensible. Donc, au gré de mes voyages et de mes rencontres, je me rends compte aussi que je me suis attachée à ça, attachée à des personnes qui sont très heureuses d'être là où elles sont, mais clairement, elles ont laissé une partie de leur cœur ailleurs, Mhm. où elles vont se transformer, elles vont se développer encore ailleurs. Mhm. Ouais, c'est très intéressant de t'entendre là-dessus. Puis c'est vrai que lorsqu'on entend ton accent, on n'a pas l'impression que tu viens du Canada, mais ça n'enlève rien, justement, à ton identité torontoise, franco-ontarienne. Est-ce que personnellement, tu sens, je sais pas, tu sais, comme je disais, tu as publié beaucoup de livres au cours des dernières années, tous ou presque parus en français au Canada. Est-ce que ça aide à ancrer justement ton identité dans le pays qui est tien? Je pense que c'est pas, non, pas forcément ça. Je pense que moi, j'ai une identité canadienne, franco-ontarienne extrêmement forte. Donc là, j'aurais besoin de personne pour me la développer davantage. Par contre, je pense que la francophonie ontarienne, en tout cas, évolue. Et si à un temps, on était vraiment franco-canadien, occidental, là depuis plusieurs générations, la francophonie aujourd'hui, elle devient plus élastique. On a des franco-ontariens qui viennent des quatre coins du continent africain, des Caraïbes, de Belgique, de Suisse. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et auquel je suis sensible parce que on a encore une fois cette espèce de mélange culturel que l'on ressent à la lecture et qui fait la beauté et la puissance, je trouve, de la population torontoise dans l'absolu et aussi franco-ontarienne. Aurélie, tu as été publiée chez Prise de parole, chez les éditions David, chez les éditions L'Interligne, au Vermillon et Bouton d'Or Acadie. C'est tous des membres du regroupement des éditeurs. Ça
compose à peu près, je pense, un tiers de notre membership, à peu près, il ne faut pas me citer là-dessus. Comment c'était comment tu as trouvé ça dans ton parcours de passer d'une maison à l'autre, à l'autre, à l'autre, et plus particulièrement de te retrouver avec une première publication qui est acadienne, parue justement, qui est parue à l'extérieur de l'Ontario. Comment c'était pour toi cette expérience-là? Bon, c'est vrai que quand on présente les choses comme ça fait un petit peu la mercenaire qui, qui passe d'un port à l'autre. Je pense que, alors, pour répondre au début de ta question, tout se fait avec des relations, bien sûr. Pas des relations, mais pardon, des rencontres, c'est ça que je voulais dire. On parle d'un projet avec quelqu'un, puis si je vois qu'il y a une petite lumière dans les yeux, c'est sûr que ça donne envie. Et si l'expérience, elle est belle, ben, elle se renouvelle. Alors, même si de façon générale, c'est vrai que j'ai voyagé d'un éditeur à l'autre, je reviens toujours à mes premières amours. Donc, je repropose régulièrement mes manuscrits. Après, il y a une question de disponibilité, d'orientation aussi des maisons d'édition qui vont dire, ben, tu vois, là, ça ne correspond pas à nos lignes directrices ou mes lignes éditoriales. Donc, c'est ce qui m'a fait parfois changer. Mhm. Après, je trouve que changer, c'est aussi très intéressant parce que on est récipiendaire, on bénéficie d'un certain courant, puisque les maisons d'édition, elles ont toutes quelque part une identité qui leur est propre. Et aller faire un bout de chemin avec chacune d'elles, c'est grandir, c'est recevoir beaucoup d'eux, c'est peut-être penser son écriture un petit peu autrement si on veut continuer avec elle. Et en ce qui concerne Bouton d'or d'Acadie, mais c'est quelque chose que je trouve très émouvant, qui me touche beaucoup, parce que euh, c'est une possibilité pour moi de faire voyager la littérature francophone. Puis, si on va à l'international, ça m'est arrivé dans des salons du livre, lorsqu'on dit oui, moi aussi je suis canadienne, puis je publie au Canada, ben, les gens ils vont me dire ah oui, oui, le Québec, Montréal. Puis quand je leur dis ben non, non, alors je pense moi à la grosse communauté en dehors de Montréal, je pense à l'Ontario, ils savent même pas ce que c'est. Mhm. Puis si jamais je commence à leur parler de l'Acadie, mais alors là, il y a des années-lumière. Et je pense que c'est très important dans un parcours d'écrivain francophone, enfin franco-canadien, de pouvoir raconter ça, de pouvoir dire, vous savez, le français, il s'écrit, il s'invente, il se parle, il se partage d'est en ouest au Canada. Donc pour moi, le fait de travailler avec Bouton d'Or d'Acadie, c'est un immense cadeau. C'est la possibilité aussi de voyager par l'écriture ailleurs au Canada Mhm. et aborder un autre lectorat. Parce que tu mentionnais Marie Cadieux, qui est la directrice de Bouton d'Or actuellement, qui a remporté le prix Champlain il y a quelques années pour un livre jeunesse qui s'appelle Histoire de Galais, qui, et elle le soulignait, était un livre qui parlait de la guerre parce que c'est quelque chose qui était en demande chez les parents et les enfants qui fréquentaient son kiosque dans les différents salons du livre. Donc, elle a répondu à cette demande-là avec Histoire de Galais. J'ai l'impression que ton livre, Quand il pousse sur un rocher, s'inscrit un peu aussi dans cette volonté-là de Bouton d'Or de présenter des histoires de guerre, mais sous un angle différent. C'est certainement ce que tu fais avec la maternité et la guerre, d'une certaine façon. Est-ce que tu es d'accord un peu avec ça? Est-ce que tu as fait le même constat ou pas vraiment? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Après, je vois très bien le livre dont tu parles. C'était pas planifié comme ça de ma part quand je les ai abordés. C'était plus une histoire de rencontre, une idée de et si jamais je dépassais mes petites frontières antérieurs, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je pourrais aller? Où est-ce que je pourrais toucher? Et puis Marie Cadieux, ben, elle a ça de magique, c'est qu'elle est à l'écoute, elle sait déceler peut-être des choses que moi je ne suis pas au fait et qui pourraient aller toucher son lectorat. Donc c'est quelque chose de formidable. Mais c'était pas planifié, c'était pas en me disant tiens regarde j'ai un site de guerre, hop, je vais l'envoyer là-bas parce qu'ils ont peut-être un penchant pour ça. Non, c'était pas l'objectif. Et puis, en terminant, est-ce qu'il y a d'autres projets dont tu aimerais nous parler présentement ou pas encore? Non, des tonnes qui, bon, alors, c'est très éclectique. Alors, c'est un album jeunesse.
qui parle de l'intolérance. Une petite pieuvre qui ne sait plus quoi faire de ses 8 bras et puis qui est mal bon. Et puis qui devrait paraître, mais avec la situation sanitaire, c'est tout le temps repoussé. Mais j'ai bon espoir que dans les prochaines années, ça s'en vienne. Il y a un projet de roman que je reprends, Ligne de fuite, encore une fois, des destins qui s'entremêlent avec, pour chacun des personnages, l'impossibilité de s'inscrire dans le présent et de toujours se projeter et du coup de passer à côté de choses qu'ils ont là devant eux. Et enfin, un autre projet, un recueil de nouvelles, je vais retourner à mes premiers amours peut-être, qui est à l'ébauche, et puis qui s'en vient aussi. Bon, tout ça est très prometteur. Merci beaucoup, Aurélie, de m'avoir accordé cette entrevue. Et pour nos membres, ceux qui nous écoutent, il me reste à vous souhaiter une bonne lecture de Coquelicot sur un rocher, qui, je le rappelle, est paru chez Bouton d'Or Acadie. C'est une lecture qu'on a soumise à deux lectrices expertes, Josée Thibault de l'Alberta et la booktubeuse montréalaise Mélanie Janard. Et d'ici la fin du mois de juillet, probablement durant la semaine du 19 au 23, on va en parler tous ensemble sur Zoom. Et vous êtes tous et toutes les bienvenus à vous joindre à nous à ce moment-là pour nous faire part de vos commentaires et échanger sur ce que vous avez lu avec nous. On veut savoir quelles ont été vos impressions du livre et je vous rappelle que toutes les activités sont gratuites. Il y a un lien probablement pas très loin de cette vidéo où est-ce que vous nous regardez présentement qui vous permet d'accéder à l'inscription pour ce webinaire. Le Club de lecture d'un océan à l'autre est un projet signé par le regroupement des éditeurs franco-canadiens. Vous pouvez trouver tous les livres que nous mettons au programme cette année sur le site de notre partenaire, la Bibliothèque des Amériques. Nous remercions aussi nos bailleurs de fonds, Patrimoine canadien, ainsi que les conseils des arts du Canada et de l'Ontario. Je vous invite aussi à visiter notre page web refc.ca afin d'en savoir plus sur nos projets. Merci encore, Aurélie. Bon été, bonnes vacances et à bientôt, j'espère. Merci infiniment et puis bonne lecture et au plaisir de vous retrouver bientôt.